Bonjour. Cette vidéo s'inscrit dans le cadre des capsules relatives au module mathématiques financières. L'objectif de cette vidéo est d'expliquer tout d'abord le principe des intérêts bancaires, ensuite faire la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés, pour enchaîner avec l'explication des méthodes de calcul dans les deux cas de figure, c'est-à-dire dans le cas des intérêts simples et dans le cas des intérêts composés. Alors, commençons d'abord par le principe des intérêts. Donc, comme vous pouvez le lire sur la diapo, l'intérêt est une contrepartie financière accordée par le débiteur à son créancier. Donc, l'objectif est de rémunérer un service qui est le financement justement d'un investissement ou bien l'achat d'un équipement. Par exemple, quand vous voulez acheter une voiture, vous pouvez prendre un crédit. Quand vous voulez acheter un ordinateur, vous pouvez prendre un crédit. Ou bien quand vous voulez faire un investissement, c'est-à-dire lancer votre propre affaire, là aussi, la banque peut vous accorder un crédit et en contrepartie, bien sûr, elle va prendre des intérêts. Alors maintenant, quelle est la différence entre emprunt et placement d'argent? Avant de parler des facteurs de l'intérêt et des méthodes de calcul, il convient de faire la différence entre deux choses, c'est-à-dire l'emprunt et le placement d'argent. D'abord, on commence par le placement d'argent. Donc le placement d'argent, c'est le fait de mettre une certaine somme d'argent. Si vous avez un excédent d'argent, vous pouvez le mettre dans un compte bancaire, mais pas n'importe quel compte bancaire, ça on va le voir par la suite, en espérant de gagner des intérêts. Donc ce compte bancaire est généralement un compte à terme et non pas un compte à vue. On va voir la différence tout à l'heure. Donc le compte à terme qu'on appelle généralement le compte bloqué, car justement le déposant, pour bénéficier des intérêts, il ne doit pas toucher à cet argent pendant une certaine durée, d'où le terme bloqué. Dans ce cas, le consommateur ou bien le déposant, il se dirige vers sa banque pour placer une certaine somme d'argent et il se met en accord avec son banquier qu'il ne va pas toucher à cet argent pendant une certaine durée. Donc, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc ça dépend de l'accord entre vous et votre dépositaire qui est la banque. L'emprunt maintenant, par contre, c'est quand le client de la banque fait appel à celle-ci pour qu'elle lui accorde un prêt pendant un certain temps, moyennant une contrepartie financière. Si par exemple vous avez besoin d'argent pour lancer votre propre affaire, si vous avez besoin d'argent pour acheter un équipement, que ce soit de l'électroménager ou une voiture, n'importe quel élément que vous voulez acheter, et là, vous pouvez prendre un crédit de la banque, donc vous pouvez faire appel au service de la banque pour justement prendre un crédit. Bien sûr, ce service n'est pas gratuit, il génère des intérêts. Alors tout à l'heure, on avait parlé du compte à terme et le compte à vue, et on avait dit que si on souhaite gagner de l'argent, si on souhaite mettre de l'argent pour générer des intérêts, il faut les mettre dans un compte à terme. Alors maintenant, c'est quoi la différence entre le compte à terme et le compte à vue? Donc, pour gagner des intérêts en déposant une certaine somme d'argent, il faut les placer dans un compte à terme et non dans un compte à vue. Ça, on vient de le voir. Alors, quelle est la différence qui peut exister entre les deux? Alors, la différence, on peut la voir ici sur la diapo. Donc, on vous dit le compte à terme, c'est un dépôt bancaire qui ne peut être retiré qu'à l'échéance d'un certain terme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on l'appelle le compte à terme, ou d'une certaine période. Alors, dans ce cas, le consommateur ou bien celui qui dépose l'argent, il n'a pas le droit de toucher à cet argent pendant une certaine durée. D'accord? En contrepartie, le déposant perçoit des intérêts. Alors maintenant, pour le compte à vue, c'est le compte qu'on a généralement. La plupart des gens, ils ont un compte à vue qui vous permet de mettre de l'argent, de retirer de l'argent, effectuer des virements, payer des factures. On peut payer par exemple l'eau et l'électricité, on peut payer des factures de télécommunications, on peut faire tout avec un compte à vue.
Mais contrairement au compte à terme, il ne génère pas d'intérêt. Au contraire, c'est vous qui devez payer des frais de tenue de compte pour votre banque, pour votre dépositaire, en contrepartie des services que vous recevez. D'accord. Alors maintenant qu'on a expliqué la différence entre l'emprunt et le placement d'argent, la différence entre le compte à terme et le compte à vue, on peut entrer au vif du sujet, qui est l'intérêt. Alors, quels sont les facteurs de l'intérêt? En d'autres termes, quels sont les éléments qui font que le montant de l'intérêt soit faible ou important? Alors, on commence d'abord par le capital. Donc, le capital, c'est la somme qu'on va prendre comme crédit. Bien sûr, un emprunt de 100 millions de centimes va générer bien évidemment plus d'intérêt qu'un crédit de 30 000 dirhams ou 40 000 dirhams. Alors, deuxième élément, c'est la durée. Et là aussi, plus la durée de l'emprunt s'allonge, comme dans le cas des crédits immobiliers par exemple, qui peuvent s'étaler jusqu'à 25 ans, voire même plus, alors l'intérêt, il sera très important. Contrairement, si vous avez un crédit à la consommation, généralement qui a pour durée 2 ans, 3 ans, voire même 5 ans, généralement c'est une petite durée. Dans ce cas, l'intérêt, généralement, il n'est pas aussi important que pour l'intérêt, le crédit immobilier. Troisième élément qui nous reste, c'est le taux d'intérêt. Alors pour le taux d'intérêt, c'est une autre histoire. Il dépend en effet de plusieurs critères, à savoir le niveau du risque, c'est-à-dire quand le risque augmente, le taux grimpe, ou bien augmente lui aussi. Par exemple, si un emprunteur qui ne présente aucune garantie, alors n'a ni bien immobilier, ni un revenu stable, dans ce cas, il va contracter un crédit difficilement, et si jamais il le décroche, il sera à un taux très élevé. Contrairement, un fonctionnaire d'État, par exemple, il donne à sa banque la permission de faire un prélèvement à la source, pourra bénéficier bien évidemment d'un crédit à un faible taux, car la probabilité qu'il ne s'acquitte pas de sa dette avoisine les 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque, il ne paye pas sa dette à l'échéance. C'est-à-dire que généralement, les fonctionnaires d'État sont plutôt solvables. Alors, le taux d'intérêt peut différer aussi selon le type de crédit, c'est-à-dire selon qu'il est accordé pour acheter un bien immobilier ou bien pour acheter une voiture, comme le cas du crédit automobile, ou bien pour faire n'importe quoi, par exemple acheter un téléphone, ou bien prendre des vacances, ou bien pour acheter une nouvelle télévision. Là, vous pouvez prendre un crédit à la consommation. Bien sûr, le taux il diffère selon le type, comme on vient de le dire. Alors, par exemple, pour le crédit immobilier, il peut aller de 4% à 5%, ça dépend de la banque, ça dépend du client aussi. Et pour le crédit à la consommation, il peut aller jusqu'à 13 ou 14%. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le taux pour le crédit immobilier est plus faible que le crédit à la consommation? Pour la simple raison, c'est que les durées ne sont pas identiques. Pour un crédit immobilier, généralement, sa durée peut atteindre les 25 ans, alors que pour le crédit à la consommation, généralement, le crédit est à courte durée, généralement ne dépassant pas les 5 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle on trouve un taux d'intérêt élevé quand il s'agit d'un crédit à la consommation et un taux bas quand il s'agit d'un crédit immobilier qui s'étale sur plusieurs années. Il y a aussi une deuxième raison qui est l'inflation qu'on va expliquer par la suite quand on va arriver au crédit à la consommation. Alors maintenant, prenons chaque type de crédit, on va essayer de l'expliquer à part. Alors pour les crédits immobiliers, ce sont des prêts consentis pour l'acquisition en propriété. Donc vous avez deux cas. Soit on va prendre un prêt pour acheter un bien à usage d'habitation, par exemple une maison, bien un appartement, soit un immeuble à usage mixte, c'est-à-dire professionnel et en même temps habitation. Par exemple, l'exemple que vous voyez devant vous, c'est un cabinet de dentiste. Alors, on peut diviser par exemple l'appartement en deux parties. Une partie pour le côté professionnel, c'est-à-dire le cabinet, et une autre partie pour l'habitation du docteur. D'accord? Donc, là, il s'agit d'un crédit immobilier à usage mixte. Alors ensuite, le deuxième type de crédit, c'est le crédit bail, ou ce qu'on appelle le leasing.
appelé communément le leasing avec, ou la location avec option d'achat, d'où l'acronyme LOA. Alors, dans cet exemple, la banque ou l'établissement de crédit met un bien d'équipement à la disposition d'une entreprise. L'exemple qu'on a pris, c'est une voiture. Alors, pour une période déterminée, contre paiement d'une redevance périodique. Alors, on a pris l'exemple d'une voiture Logan dont le prix est de 100 000 dirhams, 10 millions de centimes. Alors là, le premier tableau, on peut voir les remboursements. Alors là, ce sont les annuités. Alors, l'entreprise qui a contracté ce crédit bail, chaque année, elle paye 20 000 dirhams. D'accord? Alors, quand on paye 20 000 dirhams chaque année pendant les 5 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, on va arriver à 100 000 dirhams. Et donc là, le deuxième tableau, vous pouvez voir le récapitulatif. Alors, le prix de la voiture, c'est 100 000. Remboursement par an, c'est 20 000 dirhams. 20 000 fois 5, ça fait 100 000. Et donc, le remboursement total, c'est 100 000 dirhams. Maintenant, la banque, qu'est-ce qu'elle a gagné? Alors, au terme du crédit, vous avez deux types de situations. Soit on va restituer le bien, soit on va l'acquérir. Et donc, c'est ce qu'on a écrit d'ailleurs dans cette diapo. Au terme du contrat, l'entreprise bénéficiaire a généralement le choix entre plusieurs options. Alors, la première option, c'est le fait de restituer la voiture à la banque. La deuxième situation, c'est d'acquérir pour un montant défini lors de la conclusion du contrat. Et c'est ce qu'on appelle l'option d'achat. C'est-à-dire que l'entreprise doit payer une certaine somme pour acheter définitivement la voiture. Et dans ce cas, la voiture devient la propriété de l'entreprise. Ensuite, on passe le crédit automobile. Alors, le crédit automobile, ce sont des prêts consentis pour l'acquisition d'une voiture, comme son nom l'indique d'ailleurs. Alors, la voiture, elle reste une propriété de la banque jusqu'à l'obtention de la main levée. C'est-à-dire que vous avez une carte de grise barrée. Alors, la carte grise barrée, ça veut dire que la voiture, elle est en possession ou la propriété de la banque. Une fois vous payez la dette en entier, c'est-à-dire une fois vous vous acquittez de la dette en entier, vous payez le capital plus les intérêts, vous pouvez avoir la main levée. Et dans ce cas, la carte grise devient en votre nom et non pas au nom de la banque. Donc ça, c'est pour le crédit automobile. Alors maintenant, il nous reste le crédit à la consommation. Alors, tout à l'heure, on avait dit que le crédit à la consommation, c'est la catégorie de crédit accordée à des particuliers par des banques ou des sociétés financières ou n'importe quel établissement de crédit pour financer les achats de biens et services. Comme vous voyez dans les illustrations, on peut prendre un crédit à la consommation pour prendre des vacances ou bien pour subvenir aux besoins des enfants lors de la rentrée scolaire ou bien pour s'équiper, acheter des biens de l'électroménager. Alors tout à l'heure, on avait dit que pour le crédit à la consommation, généralement, son taux il est très élevé. Alors pourquoi le taux est élevé? C'est parce que le crédit à la consommation, il peut conduire à l'augmentation de l'inflation. Alors on va prendre un simple exemple pour expliquer cela. Alors supposons qu'on a un vendeur de PC. Alors si par exemple un vendeur de PC a 10 ordinateurs qui coûtent 5 000 dirhams chacun et qu'on est dans un marché où seules 5 personnes peuvent acheter ce PC. Dans ce cas, la demande est largement inférieure à l'offre. Donc, on peut l'illustrer dans le premier exemple, là où il n'y a que 5 acheteurs. Alors, on a 10 PC et 5 acheteurs, donc la demande est inférieure à l'offre. Alors, le prix va rester le même, c'est-à-dire on va vendre à 5 000 dirhams. Par contre, si les banques commencent à accorder des crédits à faible taux, alors qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que tout le monde pourra prendre un crédit. Et dans ce cas, tout le monde a les 5 000 dirhams pour acheter un PC. Alors dans ce cas, la demande devient largement supérieure à l'offre. Alors si la demande est largement supérieure à l'offre, ça c'est une règle très connue en économie, c'est que généralement quand la demande est supérieure à l'offre, le prix flambe, augmente. D'accord? Et donc quand le prix augmente les ordinateurs, c'est la même chose qui arrive pour les autres produits, par exemple les fruits, les légumes, les télévisions, les restaurants, les cafés. Alors dans ce cas, il y a une hausse générale des prix dans tous les domaines et c'est ce qu'on appelle l'inflation. C'est la raison pour laquelle généralement la Banque centrale, pour le cas du Maroc, on a la Banque du Maghreb, il essaie d'augmenter le taux d'intérêt quand il y a une forte consommation
il essaie de baisser les taux d'intérêt quand il y a une faible consommation, d'accord? Justement, pour maîtriser le taux d'inflation. Alors, généralement, le taux d'inflation au Maroc, il est situé entre 2 et 3%. Alors maintenant, pour un taux d'inflation qui est égal à 2%, déjà, on doit expliquer ce que c'est que l'inflation pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi l'inflation. Alors, un taux de 2%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous faites maintenant, aujourd'hui, le 4 avril, à 100 dirhams, l'année prochaine, le même jour, vous allez avoir besoin de 102 dirhams pour le faire. Un taux d'inflation qui est égal à 20%, ça veut dire que ce que je fais aujourd'hui à 100 dirhams, je dois le faire l'année prochaine à 120 dirhams. Donc c'est ça l'inflation. Alors passons maintenant à un autre type de crédit, ce qu'on appelle aussi le crédit revolving. Alors c'est le crédit renouvelable. C'est une forme de crédit qui consiste à mettre à disposition d'un emprunteur une somme d'argent, généralement sous forme de carte bancaire, réutilisable au fur et à mesure de son remboursement. Alors, par exemple, le crédit automobile, quand on va chez le banquier, on lui dit qu'on souhaite acheter une voiture et c'est la raison pour laquelle on va prendre un crédit. Pour le crédit immobilier, quand on va chez notre banquier, on lui dit qu'on souhaite acheter un bien immobilier. Alors, pour le crédit revolving, peu importe la raison, vous n'êtes pas obligé de dire ce que vous voulez faire avec votre argent. Vous prenez tout simplement un crédit, par exemple une carte bancaire de 10 000 dirhams ou 20 000 dirhams ou même plus, et vous faites ce que vous voulez avec. Alors le remboursement, il se fait à chaque fois que vous utilisez cet argent. Alors on peut prendre un exemple ici, dans la diapo suivante. La famille Dupont veut acheter un ordinateur de 1 000 € à ses enfants. Voyons comment elle va financer son projet. Les Dupont optent pour le crédit renouvelable, ils font leur demande, soit par le biais du magasin, soit en amont directement auprès d'un établissement financier. L'organisme financier leur propose un crédit renouvelable de 2 000 € au TAEG révisable de 19%. Pour financer l'ordinateur, ils décident d'utiliser 1 000 € sur les 2 000 € de leur crédit renouvelable. Alors dans ce cas, ils ont pris 1 000 €. Dans ce cas, le capital emprunté, c'est 1 000 €. Alors, si on ajoute à cela le taux d'intérêt qui est égal à 19%, et dans ce cas, finalement, la somme qu'on a pris, c'est C plus I. Donc, ça fait 1 000 € plus 190 €, ce qui fait la famille Dupont a pris 1 190 € qu'il va payer sur plusieurs mensualités. La famille Dupont propose un crédit renouvelable de 2 000 € au TAEG révisable de 19%. Pour financer l'ordinateur, ils décident d'utiliser 1 000 € sur les 2 000 € de leur crédit renouvelable. N'oubliez pas que les intérêts se calculent uniquement sur la somme utilisée. Les Dupont déterminent avec leur organisme qu'ils rembourseront 70 € par mois. Alors, s'ils payent 70 € par mois, alors on va prendre 1 190 et on va la diviser par 70. Ce qui va nous donner une somme ou un nombre de mensualités qui est égal à 17 mensualités. La famille Dupont prendra combien de temps? Eh bien, s'ils ne financent pas d'autres achats, ils rembourseront 16 mensualités de 70 € plus une 17e de 8 €. L'ordinateur fonctionne parfaitement. Mais 6 mois plus tard, il faut financer un nouvel achat, le permis de conduire de l'aîné. Ils ont de nouveau besoin de 1 000 €. Pour cela, ils décident d'utiliser leur crédit renouvelable. Cette deuxième utilisation s'ajoute au capital restant dû pour le financement de l'ordinateur. Les Dupont conservent leur mensualité à 70 €. Ils rembourseront encore 30 mensualités, plus une dernière de 32 €. Donc, il y a un autre exemple du crédit revolving. La famille Dupont... Le crédit revolving, c'est le découvert. Le découvert, c'est une sorte de revolving. Alors, le découvert, c'est quoi? Le découvert, il se produit si vous dépensez plus d'argent que vous n'en avez sur votre compte courant. Alors, dans ce cas, si par exemple, j'ai un compte courant de 10 000 dirhams, donc j'ai un avoir de 10 000 dirhams, mais ce mois-ci, j'ai consommé plus de 10 000 dirhams. Et dans ce cas, je vais, par exemple, dans ce cas, avoir besoin de ma banque pour m'accorder un crédit, par exemple, de 2 000 dirhams.
Et donc, mon solde, maintenant, il n'est plus un solde créditeur de 10 000 dirhams, mais plutôt un solde débiteur de moins 2 000 dirhams. Une fois que je reçois ou je perçois mon salaire, alors dans ce cas, la banque va commencer d'abord par prendre ce qui est dû, c'est-à-dire elle va prendre son capital prêté de 2000 dirhams, plus bien sûr des intérêts. Par exemple, elle va prendre 100 dirhams d'intérêt, et dans ce cas, la somme qu'elle va prendre, qu'elle va prélever, c'est 2100 dirhams. Voilà. Donc le crédit ou le découvert, il est assimilé à un crédit, et donc il n'est pas gratuit. Alors, le montant de découvert permis, il dépend du revenu. C'est-à-dire, dans ce cas-là, j'ai pris un exemple d'un client à qui on accorde un découvert de 2000 dirhams. Ça peut être plus, ça peut être moins. Par exemple, si vous avez un salaire de 30 000 dirhams, bien sûr que la banque va pouvoir vous accorder plus que 2000 dirhams. Si par exemple votre salaire ne dépasse pas les 3000 dirhams, dans ce cas, la banque, bien sûr, elle ne sera pas capable de vous donner une ligne de crédit supérieure à 1000 dirhams ou bien à 1500 dirhams maximum. D'accord? Alors maintenant qu'on a fait le tour des types de crédit, on va essayer de faire la différence entre les intérêts simples et les intérêts composés. Alors dans cet exemple, on va essayer de voir la différence à travers un dépôt de 100 dirhams avec un taux d'intérêt de 10% pendant une durée de 5 ans. Alors supposons qu'on a un client qui a un compte sur carnet avec la Poste par exemple. Et donc, il a déposé 100 dirhams la première année. On va essayer de voir les 100 dirhams, la valeur acquise de 100 dirhams sur 5 ans, selon qu'il place son argent avec des intérêts composés ou bien des intérêts simples. Alors, la première année, pour les intérêts simples, le capital initial, c'est 100 dirhams. Alors, le capital initial, c'est 100 dirhams. L'intérêt, comment on le calcule? C'est 100 fois 0,1. Pourquoi? Parce que le taux d'intérêt est égal à 10%. Donc, l'intérêt, c'est 10 dirhams. Alors, le capital de la deuxième année, c'est toujours 100 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intérêts simples, ils ne sont pas capitalisés, et c'est-à-dire qu'ils ne sont pas ajoutés au capital initial. Et donc, le capital initial, il sera toujours le même capital pour la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. On a toujours la même base de calcul qui est égale à 100 dirhams. D'accord? Et donc, l'intérêt sera toujours égal à 10 dirhams chaque année. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on a 100 dirhams fois 0,1. Ce qui fait que le capital final, ça sera 100 dirhams et le total des intérêts, c'est 50 dirhams. 50 dirhams, c'est la somme des intérêts générés tout au long des 5 ans. Maintenant, pour les intérêts composés, le capital initial, c'est-à-dire le capital de la première année, c'est 100 dirhams. L'intérêt de la première année, c'est 100 fois 0,1, ce qui fait, c'est 10 dirhams. Ensuite, la différence entre l'intérêt composé et l'intérêt simple se retrouve ici. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les intérêts générés la première année, ils sont capitalisés, c'est-à-dire qu'on va les ajouter au capital initial, et donc le capital, maintenant, devient 110 dirhams. Et donc, pour calculer l'intérêt de la deuxième année, on n'a plus 100 dirhams, mais plutôt 110 dirhams fois 0,1, ce qui fait 11 dirhams. 11 dirhams qui sera ajouté aux 110 dirhams pour nous donner 121 dirhams, qui sera la base de calcul pour les intérêts de la troisième année, et ainsi de suite, jusqu'à trouver que finalement le total des intérêts est égal à 61,05%. Ça veut dire que si vous placez une somme d'argent, vous avez intérêt que ça soit avec des intérêts composés. On peut le voir aussi graphiquement, on peut constater qu'à travers des intérêts simples, généralement les gains ne sont pas très importants. Contrairement quand vous avez des intérêts composés, la courbe des intérêts composés elle est plus ascendante. C'est-à-dire que la pente elle est plus importante que celle des intérêts simples. Et donc si le déposant a un compte à terme, il est plus avantageux que l'intérêt soit composé.
ça génère plus de gains.